Prosper Mérimée a largement entendu dans les rues lorsqu'il est venu dans le cadre de sa tournée d'inspecteur des monuments historiques. Il y a peu de villes en Roussillon et plus largement dans le département des Pyrénées-Orientales qui peut s'enorgueillir d'autant d'auteurs. C'est presque une capitale littéraire. Donc on a eu l'idée de cet événement exceptionnel aujourd'hui. On va faire d'abord une déambulation historique qui est en collaboration avec le Temps du costume roussillonnais, dont on a ici le président, Laurent Foncarny, qui va vous dire un mot aussi. Donc ça va être la première partie. Et puis ensuite, donc après cette déambulation, on retrouvera Clarisse dans la cour de la Maison du Comte, qui nous parlera de Mérimée, qui nous fera une intervention sur les dernières recherches autour de Prosper Mérimée, les siennes entre autres. Voilà. Et pour la petite anecdote, aujourd'hui, Mérimée, c'est moi. Voilà. De 1830. Voilà, donc en attendant que tout le monde arrive, une écrivaine que Clarisse va incarner, et elle nous a laissé une très belle description des danses roussillonnaises à cette époque. Le matin, à l'issue de l'office, se fait la passarella, espèce de promenade que les musiciens qui ont retenu leur violon de Jouglar font par les rues en jouant de leur instrument. Je fus frappée du coup d'œil pittoresque et animé de la fête. Les femmes et les jeunes filles occupaient alentour un triple rang de chaises, derrière lesquelles le terrain relevé en talus était couvert de nombreux spectateurs. Je distinguais au milieu de la foule beaucoup de paysans de la plaine ou de la montagne avec leurs costumes pittoresques. La veste et le pantalon de velours ou de nankin, la ceinture rouge autour du corps, le mouchoir de soie négligemment noué au cou, le long bonnet écarlate retombant sur l'épaule ou sur le dos, et aux pieds les espadrilles ou sandales de corde qui s'attachent à l'antique autour de la jambe par des cordons de laine rouge ou bleue. Jusqu'à la rue de la Neige, on va descendre la rue de la Neige jusqu'au lavoir qui est tout en bas. Maintenant que tout le monde arrive. Et ici, nous allons vous lire un extrait finalement de la fameuse nouvelle qui va inspirer Prosper Mérimée après son passage à Île-sur-Tête en 1834. C'est cette fameuse nouvelle qui s'appelle La Vénus d'Ille. La trouvaille sous un olivier à Ille d'une statue de déesse antique. Je descendais le dernier coteau du Canigou, et bien que le soleil fût déjà couché, je distinguais dans la plaine les maisons de la petite ville d'Ille, vers laquelle je me dirigeais. Vous savez sans doute où demeure Monsieur de Pereora. Si, je le sais. Je connais sa maison comme la mienne, et si elle ne faisait pas si noir, je vous la montrerai. C'est la plus belle d'Ille. Il a de l'argent, oui, monsieur de Pérorade, et il marie son fils à plus riche que lui encore. Et ce mariage se fera-t-il bientôt? Bientôt. Il se peut que déjà les violons soient commandés pour la noce. Ce soir peut-être, demain, après-demain, que sais-je. C'est à Pugary que ça se fera, car c'est mademoiselle de Pugary que monsieur le fils épouse. Ce sera beau, oui. J'étais recommandé à monsieur de Pereora par mon ami monsieur Jobert de Passa. C'était, m'avait-il dit, un antiquaire fort instruit et d'une complaisance à toute épreuve. Il se fera un plaisir de vous montrer toutes les ruines à 10 lieues à la ronde.
comme vous l'avez compris, on est en pleine période romantique. Et cette période romantique, elle est très suivie finalement en Roussillon par tous les érudits locaux. Et on va retrouver justement cette érudition, cette envie de surnaturel, ce grand style qu'on voit apparaître dans ces nouvelles, avec à la fois une très belle diction, de très beaux passages sur les paysages, etc. Et aussi tout un côté étrange et mystérieux qu'on aime beaucoup à l'époque, hein, cette époque romantique. Donc là, je vais vous lire un texte qu'on a retrouvé dans Le Publicateur, qui était un journal qui paraissait ici, dans les Pyrénées-Orientales, et qui était lui aussi finalement l'occasion pour les romantiques de pouvoir écrire des textes sur notre Roussillon. Je l'aime, ce pays, non parce qu'il est à moitié inculte, peuplé de moines et de mendiants. Pareil tableau ne me sourira jamais. Mais je naquis sur les Pyrénées, le premier souffle d'air qui caressa mon visage était venu d'Espagne. Les premiers chants qui frappèrent mon oreille furent des romances catalanes. J'ai vu nos paysans. Ils ne sont ni basques ni béarnais, ces peuplades toutes distinctes avec lesquelles on ne sait plus à les confondre. Ils ont les mœurs, leurs coutumes, une sorte de langage national. Le Roussillon, après 2 siècles de conquête, semble encore un fief des comtes de Barcelone. Que de fois me suis-je cru en Espagne, au milieu des montagnes du Vallespir et de la Cerdagne, quand le bonnet rouge des contrebandiers catalans brillait au soleil levant sur la crête des rochers. Une fois, je trouvai auprès d'un oratoire un ermite. Ce brave homme avait, à son dire, fait 3 fois le pèlerinage de Santiago de Compostelle. Il m'offrit un chapelet, merci, et quelques petites croix rouges fabriquées par ses confrères à Montserrat. J'aimais à rechercher l'hospitalité dans la chaumière enfumée des montagnards. Alors notre ermite va passer avec sa quêteuse de la Sainte Vierge, la pabordesse. Voilà, ben tu vas passer dans le public, hein, parce que nous on a donné déjà. Voilà. Et oui, notre ermite va vous montrer quelque chose de très intéressant, ça s'appelle une capellette. C'est une petite boîte en bois qui s'ouvre. Et pour que vous voyez à l'intérieur la petite chapelle portative de la Sainte Vierge. Et en fait, ces ermites, eh bien, c'était des personnes assez pauvres qui se baladaient de ferme en ferme dans les campagnes et qui disaient des psaumes en latin et qui, par là même, donc, faisaient faire des prières au personnel de maison, aux paysans qui étaient là. Et ces paysans, comme c'était une bonne action, eh bien, ils lui donnaient à manger et à boire. Allez, on va continuer. Vous nous suivez. On va passer devant la maison d'Escaya et aller sur une toute petite placette pour parler de notre terre. Ce sont des visages de tous ces saisonniers, enfin en tout cas de quelques-uns, des saisonniers qui ont fait la richesse des jardins, des vergers d'Ille, hein, puisque toutes ces pêches, eh bien, il faut les ramasser, et donc on a besoin de main-d'œuvre. Et donc tous les étés, il y a des gens qui viennent de très loin et qui travaillent ici à Ille quelques semaines, quelques mois, et qui repartent ensuite avec voilà, ce qu'ils ont pu gagner de ces récoltes. Allez, on va aller sur la placette qui est juste à côté pour parler de la Festa Major en 1830. On va pouvoir lire ce très beau texte sur la Festa Major. La Festa Major, c'est la fête principale, effectivement. C'est la fête patronale
la fête votive, on dit dans le Gard, dans l'Hérault, ils disent fête votive. C'est la fête du saint patron du village ou de la ville, de la localité. Et donc nous avons un très beau texte qui est paru aussi dans les années 1830 d'Amédée Achard, qui est un Marseillais d'origine, mais qui a vécu en Roussillon. Et donc il sait très bien de quoi il parle. Donc Geneviève va nous faire partager ce très beau moment littéraire avec cet auteur Amédée Achard. Si au détour d'un sentier, dans la montagne, le touriste entend un bruit joyeux, de voix et d'instruments, il est peut-être certain qu'une fête locale, dans le dialecte catalan Festemejou, fête majeure littéralement, se célèbre aux environs. Chaque village a la sienne. Alors, il peut avancer hardiment et il assistera à un des spectacles les plus curieux du Roussillon, puisse offrir aux voyageurs. Ce jour-là, ou ces jours-là, toute la population est sur pied. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Les chants, les cris, la gaieté bruyante et expansive naissent avec les premiers rayons. À tout instant, par la montagne et par la vallée, arrivent des troupes d'amis et d'invités. La foule et le tumulte s'accroissent sans cesse. Le plaisir grandit en proportion. Toutes les maisons sont ouvertes. La basse-cour a été immolée en masse. Le veau gras tourne à la broche. Les pièces de vin sont défoncées. La table est servie du matin au soir. Toutes les économies de l'année se fondent en un jour. Avant de toucher au festin, on a dansé. Dans l'ordre des préséances, en Roussillon, les jambes ont le pas sur l'estomac. Quelquefois même, avant de danser, on a entendu la grand-messe. L'office, comme on dit au pays. Merci Geneviève pour cette belle description d'une feste majo. Une feste majo, c'est le moment où finalement tout le village se retrouve autour de victuailles. Et ici, évidemment, on mange beaucoup, on immole beaucoup d'escargots. C'est quand même la spécialité aussi locale, hein, ces escargots à la broche, enfin à la broche non, hein, au grill, pardon. Ah là là, allez, huez-moi, ah, huez-moi. Il fallait bien que je la fasse, celle-là. Allez, on va continuer notre déambulation dans ce Roussillon de l'époque romantique. Les romantiques, ils ont quand même parlé de romantisme, c'est-à-dire de l'amour. Hein. Donc, on va avoir dans un petit moment une poésie écrite par un de nos poètes des années romantiques roussillonnaises sur la place d'à côté. Donc on y va tout de suite, derrière le moulin. Les murailles et les vestiges du chemin de ronde, l'endroit où les soldats passaient justement pour surveiller lorsqu'ils étaient attaqués par nos ennemis. Donc là, nous allons parler du romantisme, évidemment, hein, parce que tous ces jeunes romantiques catalans, hein, nord-catalans, eh ben, ils étaient frétillants, hein. Ils étaient amoureux, souvent amoureux de ces jeunes filles qu'on appelle à l'époque des grisettes. Hein, les grisettes, ces jeunes filles pimpantes, à la mode, avec, vous l'avez vu, hein, toutes nos catalanes, la plupart en tout cas, sont habillées à la mode 1830, avec des manches dites à gigot. En Geneviève, tu peux venir, parce que toi, je crois que tu as quand même les plus spectaculaires. Alors, qu'est-ce que c'est que cette mode des manches à gigot? Eh bien, ce sont les coussins qu'elle mettait, parce qu'évidemment, il y a du rembourrage. Là, il y a du couchi, hein, il y a un coussin de part et d'autre, qui fait que, en fait, la physionomie des femmes était complètement métamorphosée. Elles n'étaient plus filiformes comme sous le Premier Empire, à l'époque de Napoléon Ier. Eh bien, elles étaient plus girondes. Et là, c'est vrai que le critère de beauté des années 1830-1840 était aussi d'avoir des mains potelées. Donc, vous comprenez qu'il fallait vraiment à cette époque-là faire plus envie que pitié.
Alors notre jeune romantique va nous lire un poème de Pierre Baille. Pourquoi je l'aime? Si des jeunes beautés que ce doux port rassemble, nulle ne plaît comme elle, à mon cœur, à mes yeux. Si, dès qu'elle paraît, toutes ensemble, s'effacent comme au jour les étoiles des cieux. À sa terrasse, ou bien au détour d'une rue, sous sa coquette ombrelle et son grand voile noir, il ne faut le matin que l'avoir entrevue pour que mon pauvre cœur ne batte jusqu'au soir. Si tant d'hymnes secrets battent à sa louange, dans mon âme, devant ses traits chastes et doux, si je me sens parfois comme devant un ange, plein d'extase, tenté de tomber à genoux, est-ce pour l'avoir vue au grand rond des platanes, en long panache blanc, jouant dans ses cheveux, sous ses tissus d'Asie, enlevés au sultan, sous son boa, 3 fois l'entrelaçant sous ses nœuds. Pour l'avoir vue au bal, belle entre les plus belles, s'abandonnant, joyeuse à l'essor d'un valseur, qui pour fuir, en tournant, semblait avoir des ailes, et l'emporter ainsi que le vent une fleur. Bravo! Bravo Pierre Baille surtout. Mais bravo Sylvain. Et bravo à notre grisette, Anaëlle. Viens ici, notre grisette. Et on va continuer jusqu'à un petit peu plus loin. Là, vous nous suivez. On va essayer de trouver notre prochaine station. Alain va nous lire un morceau justement de cette nouvelle qui va vous remettre dans l'ambiance de Prosper Mérimée, parce qu'il a voulu nous faire comprendre, parce que c'est relativement étonnant, ésotérique, hein, cette nouvelle. La statue était placée à l'angle d'une haie vive qui séparait un petit jardin d'un carré parfaitement uni qui, je l'appris plus tard, était le jeu de paume de la ville. Ce terrain, propriété de M. de Peyrehorade, avait été cédé par lui à la commune. Alors c'est vrai que nous avons fait le tour du jardin du comte. Ce jardin, c'est juste... Donc vous avez en face de nous la maison du comte, la maison donc des comtes d'Ardena en réalité, et ce serait très probablement cette maison qui est le cadre véritable de cette Vénus dit, hein, de cette nouvelle, puisque ce serait là qu'habiterait le fameux monsieur de Peyrehorade. On va continuer justement sur ce que le protagoniste comprend et voit justement à ce moment-là. En ce moment commençait sur le jeu de paume dont j'ai parlé, une partie qui sur le champ attira l'attention de monsieur Alphonse, le fils de monsieur de Peyrehorade. Et moi, fatigué et désespérant de rendre cette diabolique figure, je quittais bientôt mon dessin pour regarder les joueurs. Il y avait parmi eux quelques muletiers espagnols arrivés la veille. C'étaient des Aragonais et des Navarrais, presque tous, d'une adresse merveilleuse. Si bien que les Îlois, bien qu'encouragés par monsieur de Peyrehorade, par monsieur Alphonse de Peyrehorade, les Îlois furent bientôt assez promptement battus par les Espagnols, par ces nouveaux champions. Le public était consterné. Et si bien que monsieur de Peyrehorade, monsieur Alphonse de Peyrehorade, regarda sa montre et il n'était que 9h30. Il n'hésita plus un instant. Il ôta son habit, demanda une veste et défia les Espagnols. Il faut soutenir l'honneur du pays. Alors, je le trouvais vraiment bon. Il était passionné. Contre l'attente générale, monsieur Alphonse manqua la première balle. Il jeta sa raquette avec fureur. « C'est cette maudite bague, dit-il. Elle me serre le doigt et me fait manquer une balle sûre. » Il ôta sa bague de diamant, courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt, annulaire, et reprit son poste à la tête des Îlois. Il était pâle, mais calme et résolu. Dès lors, il ne fit plus aucune faute. Et les Espagnols furent battus
complètement. Ce fut un beau spectacle, que l'enthousiasme des spectateurs, les uns poussaient des cris de joie en jetant leur bonnet en l'air, les autres lui serraient les mains en l'appelant l'honneur du pays. Non mais... Merci. Ah, j'étais bouche bée. Banco badal, comme on dit ici. Et donc, nous allons nous rendre à la fameuse maison du comte. Ah, que se passe-t-il? Mais, mesdames de Peyrehorade sont là pour nous accueillir. Les grisettes, les demoiselles sont là. Mais oui, elles nous font coucou. Donc, Alain, tu vas nous lire la dernière, ce qui va clore finalement la fameuse nouvelle. Hein. Et puis nous dire que va devenir cette statue si maléfique. Parce qu'en fait, il y a eu l'anneau passé au doigt de la statue. Bon, vous savez que c'est toujours, voilà, c'est pas bon signe. Le percueil qui se lève ramassé sur le pied. Voilà, enfin bon, plein de choses qui se passent et cette statue est jugée très, très, très maléfique. Hein. Tant pis si elle est antique. Alors que va-t-il se passer? Monsieur, mon ami Jobert Despassa vient de m'écrire de Perpignan que la statue n'existe plus. À la mort de son mari, le premier soin de Madame de Peyrehorade fut de faire fondre la statue, le bronze, en cloche. Si bien que c'est sous cette nouvelle forme qu'elle sert à présent à l'église d'Ille. Mais, ajoute Monsieur de Passe, il semble qu'un mauvais sort poursuive ceux qui possèdent ce bronze. Depuis que cette cloche sonne à Ille, les vignes ont gelé 2 fois, voire j'imagine un peu plus depuis lors. Ah ah! C'est là que se trouve la statue. Voilà, la statue est cachée. Elle est encore là, en fait, c'était une carabistouille, hein, la cloche d'Ille. Bon, allez, nous allons rentrer dans la maison maintenant pour écouter les dernières trouvailles, justement, de nos chercheurs et de nos chercheurs, donc Sylvain Chebrochet et Clarisse Requena.